Il y a des gens qui sont sur une île et qui sont dans des conditions qui sont drastiquement inhumaines. Quand est-ce qu'on en termine avec ces vieux réflexes coloniaux? C'est un signal fort qu'on voit Gérald Darmanin à l'extrême droite. En faisant ça, on s'assoit sur la Constitution. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le Média et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Vous vous préparez à regarder Sans langue de Goua, le débat hebdomadaire qui met Françoise de Goua, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique qui se définit elle-même comme rose vif face à un contradicteur. Et aujourd'hui, elle est face à Paul Hellec, comme souvent, Paul Hellec qui est analyste politique pour le Média. Au sommaire, l'annonce de Gérald Darmanin à propos, et je cite, de l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une réforme constitutionnelle. La Macronie est-elle en train de donner une nouvelle victoire idéologique à l'extrême droite avec ce nouveau projet? On en parlera. On parlera également de la perspective des élections européennes et de la liste Renaissance qui décroche dans les sondages en dépit d'une suractivité politique entièrement tournée vers cette échéance. On évoquera également la mort d'une figure de l'histoire française contemporaine, l'avocat et ancien garde des Sceaux, Robert Badinter. Qu'est-ce que les hommages qui lui sont rendus ou pas disent de l'état actuel de la France? Salut Françoise, salut Paul. Salut Théophile, salut Paul. Salut. Le président de la République m'a chargé de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale, qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte, dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel mahorais. Il ne sera donc plus possible de pouvoir venir à Mayotte de façon irrégulière ou régulière, de mettre un enfant au monde ici et d'espérer devenir français de cette façon. Donc d'abord, c'est une mesure extrêmement forte, nette, radicale, qui évidemment sera circonscrite à l'archipel de Mayotte. Il ne s'agit pas de le faire pour d'autres territoires de la République. Et ce sera l'objet de la révision constitutionnelle que présidera le président de la République. Nous avons évoqué de manière détaillée les dimensions juridiques et constitutionnelles de ce projet dans notre émission Toujours Debout, dont nos spectateurs peuvent voir le replay sur notre chaîne YouTube. Mais je voudrais qu'on s'attarde sur les aspects politiques, car il s'agit d'un saut périlleux en avant et pour de nombreuses raisons. Françoise. Oui, moi, j'ai été un peu glacé, en fait, quand j'ai entendu la déclaration de Gérald Darmanin. Je ne pensais pas, après le fiasco de la loi immigration, parce que même si cette loi a été à moitié vidée de son sens, pour des questions de forme par le Conseil constitutionnel, elle reste quand même une tâche, pour moi, indélébile, de ce gouvernement sur cette loi co-signée et coproduite avec le Rassemblement national et les LR et les Républicains. Je ne pensais pas que Gérald Darmanin irait dans une telle démonstration. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est complètement... c'est inconcevable. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, la France est une et entière, unique, c'est une république indivisible. Il n'y a pas les sous-citoyens, alors déjà des dom-toms et alors a fortiori de Mayotte. Il n'y a aucune loi d'exception qui peut déterminer que finalement il y a des Français d'une certaine catégorie et des Français de l'autre. Les Mahorais sont français, 100% français. Il va te dire que c'est pas les Mahorais dont il est question, mais des Théophile, je vais jusqu'au Comoriens. bout. Je me fous de ce qu'il va me dire. En réalité, est-ce qu'on vit la République? C'est aussi des principes. C'est aussi un cadre qui s'appelle la Constitution. Donc, finalement, d'abord, en faisant ça, on s'assoit sur la Constitution, d'une certaine manière, même si on dit qu'on va la réviser. La première pensée, c'est vraiment dénoncer exactement ce que tout ce petit monde s'amuse à faire, y compris les Républicains, depuis que le Conseil constitutionnel a retoqué les 3/4 de la loi immigration. D'abord, on affaiblit l'état de droit. Voilà. Et ça, c'est le premier mouvement dans cette déclaration. Qu'on dise dans la phrase suivante, il faudra réviser la Constitution, c'est une chose. Mais le premier mouvement, c'est de crier avec la meute, c'est-à-dire en chef de file, il y a bien sûr les Le Pen depuis toujours. On sait très bien ce que l'extrême droite pense de la République, ok, en règle générale. Alors de l'état de droit, n'en parlons pas. Ensuite, il y a Wauquiez et toute une partie de cette droite complètement radicalisée qui est partie dans ce mouvement, Laurent Wauquiez, capable d'expliquer que la loi parlementaire doit être au-dessus de la loi constitutionnelle. Et maintenant, vous avez dans ce premier mouvement Gérald Darmanin
qui énonce quelque chose qui est en contradiction avec la Constitution. Donc, qu'est-ce qu'on envoie en sous-titre comme message? Je m'assois sur la Constitution. Après, on explique dans la phrase suivante, politiquement, mais tout ça est retort, c'est un signal faible qu'on envoie. C'est un signal faible, moi je plaisante absolument pas, ces gens savent manier les mots. On envoie qu'on va réviser. On va réviser. Imaginez le débat sur la révision. Vous savez très bien qu'est-ce qu'il faut faire pour une révision, le Parlement, etc., réunis à Versailles. On va se lancer dans un débat. C'est le débat qui est toxique, ok ? C'est même pas le résultat du vote. La première toxicité, c'est on affaiblit la Constitution. Deuxième toxicité, elle est tellement faible qu'on la révise. En gros, ce qu'on envoie comme message, cette Constitution, c'est de la merde, en fait. Parlez-moi, je parle mal. Et on va la réviser. Et on se lance pendant des mois dans un débat qui fait rentrer petit à petit, comme un venin, dans l'esprit des gens, qu'il y a deux catégories de Français. Et que petit à petit, tranquillement et sûrement, chaque fois que quelque chose nous dérange, on peut toucher à la Constitution. C'est terrible. Pour moi, vraiment. La loi immigration était quelque chose qui nous avait révulsé, on était d'accord avec ça. Pour moi, la déclaration de Darmanin, c'est véritablement donner le point de la victoire idéologique à l'extrême droite. Ça ne sert à rien ce qu'ils sont en train de faire, à rien du tout. Nous sommes en train, j'ai tellement dit sur ce plateau, je ne crois pas à la victoire de Marine Le Pen. Je l'ai dit vraiment, et vous pouvez le considérer, parce que sincèrement, j'ai toujours pensé qu'il y avait un surmoi. Depuis la loi immigration et maintenant Mayotte, je ne le pense absolument plus. Je pense que nous sommes en grand danger. Je le dis vraiment, en grand danger par irresponsabilité électoraliste de ce gouvernement. Paul, est-ce que ce n'est pas une jurisprudence dangereuse? C'est-à-dire, pourquoi, après Mayotte, on ne pourrait pas dire qu'il faut une révision constitutionnelle pour peut-être, en Guadeloupe ou alors dans le 9-3, changer certaines règles parce que les règles générales ne fonctionnent pas avec ces cas spécifiques? On a déjà la preuve que c'est le cas. L'extrême droite tout entière, Monsieur Éric Zemmour, Jordan Bardella et le Rassemblement national et les Le Pen depuis les années 80 ont fustigé le droit du sol. On a désormais les Républicains avec toute la clique Ciotti, Retailleau et compagnie, qui disent effectivement que, en gros, il faut aller plus loin, pas seulement à Mayotte, mais qu'il faut le faire à l'ensemble du territoire. Pourquoi ? C'est ça la question. Moi, je pense que c'est même plus un signal faible, c'est un signal fort qu'envoie Gérald Darmanin à l'extrême droite. Je rappelle que Gérald Darmanin, c'est quand même l'homme du dialogue entre la Macronie et l'extrême droite depuis le début de sa nomination au ministère de l'Intérieur. Donc c'est un signal fort qui a pour but de valider, et c'est ça peut-être qui est la jurisprudence dans cette affaire-là, c'est valider une idée et une vision du peuple qui est une vision ethniciste, ethnique du peuple, et une vision qui est contraire au modèle républicain français. Parce que le droit du sol, qu'est-ce que c'est ? C'est un principe politique fondamental et essentiel pour une raison, c'est qu'il dit « Nous décidons que être français, c'est partager un commun de droits, un commun d'égalité entre nous, et qu'ensemble, on peut être français à partir du moment où on construit et on organise les conditions pour vivre ensemble et découvrir ensemble de nouveaux droits à les réclamer et à proclamer. » Et supprimer le droit du sol, c'est de dire, en fait, non. L'extrême droite le dit comme ça, on en hérite par le sang ou par le mérite, c'est-à-dire se conditionner sous des formes très très restreintes de ce qu'on conçoit être l'État français. Et donc du coup, en validant cette idée qu'il faut faire reculer le droit du sol, bien sûr qu'il ouvre la porte à sa remise en cause générale, et il valide surtout cette idée que pour être français, finalement, il y a une sorte d'héritage et une vision ethnique du peuple. Je suis désolé, c'est comme ça que je le vois. Oui, mais les Mahorais, ils vont te dire, les Mahorais sont d'accord avec nous. D'accord, les Mahorais qui sont noirs, ils disent sauter par la fenêtre, c'est pour votre salut. Moi, je vais pas le faire. Je m'en fous. Non, mais la question, c'est les Mahorais peuvent aussi se tromper. Pourquoi ils disent ça, les Mahorais? Une partie des Mahorais. En tout cas, une partie des Mahorais et une partie qui semble assez importante si on regarde les élus, ce qui votent, etc. Mais c'est parce que la situation sur l'île est catastrophique et ça, personne ne le lit. Personne ne nie que la situation est catastrophique. La situation, l'accès à l'eau, c'est honteux, la situation de l'accès à l'eau qui est extrêmement restreinte, à quelques jours par semaine en fonction des endroits, quand les gens ont accès à l'eau. La question de la santé est également catastrophique. La question de l'insécurité, parce qu'ils disent qu'il y a un problème majeur d'insécurité. Mais effectivement, quand on concentre sur un territoire des populations extrêmement pauvres, que la République ne fait pas son devoir, puisqu'en fait la situation concrète et réelle des Mahorais au quotidien, citoyens français, n'est pas à la hauteur de la condition que connaissent d'autres Français dans le périmètre hexagonal. Donc, bien sûr qu'il y a un problème. Et dans ces problèmes-là, il y a des gens qui réagissent. Mais moi, je me méfie toujours des gens qui
voient plus misérable qu'eux et remettent vers eux le problème et donc du coup se retournent vers d'autres personnes qui partagent en plus un mauvais traitement qui est lié au cas spécifique dont on a fait Mayotte. C'est un destin particulier avec la France qui s'est fait en plus à l'époque en contradiction avec le droit international et les revendications qui avaient été exprimées. Bref, tout ça pour dire, donc oui, c'est un problème, cette remise en cause du droit du sol, et c'est bien entendu le pas vers une remise en cause plus générale de ce principe fondateur. Je suis En plus, d'accord avec Françoise, dans Pardon. le fond, les dispositions que nous vend Darmanin tambour battant ne changeront rien en fait au problème de fond. C'est-à-dire que ça ne va rien changer du tout. Il n'y aura pas plus d'investissement public et il y aura toujours l'insécurité, même si on enlève le droit du sol. Bien sûr, mais Théophile, moi je suis d'accord avec ça, mais quand je disais signal faible, c'est-à-dire le signal faible envoyé, c'est la Constitution. On peut aller au-dessus de l'état de droit, bien sûr que c'est un signal très puissant. Je suis absolument d'accord avec ce que dit Paul. Moi j'en ai un peu marre, si vous voulez, du traitement en fait, des dom-toms. Vous savez, la France, elle est grande parce qu'elle est présente sur tous les océans, ok ? Et je ne fais pas, et alors les jeunes générations encore moins que moi, ma génération, mais alors celles qui arrivent, ne font aucune différence en réalité entre un Martiniquais, un Guadeloupéen, un Réunionnais, un Mahorais. Il n'y a pas, nous sommes français. La République ne s'intéresse aux dom-toms, si vous voulez, aux territoires lointains. D'abord, elle les apprécie parce que ça permet à la France d'être le plus grand domaine maritime du monde à 5 km² de près avec les États-Unis. Donc la France, puissance maritime, est tout à fait heureuse d'avoir tellement de possessions dans l'océan Indien, dans le Pacifique, etc. Mais, comment dirais-je, elle ne s'occupe de ces territoires lointains que quand il y a des crises, ok ? On l'a vu, moi je me souviens, vous vous souvenez de Jackie Domota en Guadeloupe, ça avait été très fort en 2009, tout le gouvernement avait été transféré quasiment en Guadeloupe pour essayer de régler les problèmes. Mayotte, jamais. Comprenez ce que je veux dire? C'est que Mayotte, à l'abri de son lagon, je ne sais pas si vous avez déjà été à Mayotte, c'est une vision idyllique et paradisiaque de ce que peut être la beauté du monde quand vous prenez le bac pour glisser sur et puis d'un seul coup vous arrivez et vous avez envie de pleurer en réalité. Voilà. C'est-à-dire que dans ce cadre paradisiaque, on laisse crever les champs. Il y a 300 000 habitants, je pense à peu près à Mayotte, qui s'entassent dans des bangas, c'est dégueulasse. C'est des maisons complètement insalubres. Darmanin nous vend le Wambuchu 2 comme si le Wambuchu 1, son plan pour lutter contre l'insécurité, avait fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Le problème de Mayotte, c'est d'abord un problème mafieux. Avant d'être un problème de Comoriens et de quoi ça, vous vous rendez compte qu'on va faire un rideau d'eau, l'équivalent du rideau de fer sur les 70 km qui séparent les Comores de Mayotte. On n'en a rien à foutre qu'aux Comores, les gens soient aussi dans cet état de misère, pas possible. Qu'est-ce que ça serait la grandeur d'une nation? Ça serait de dire, ok, il y a un problème de développement général, ok, aux Comores, à Mayotte, qu'est-ce qu'on fait? Comment on crée? Vous allez quand même pas m'expliquer que les gens de Mayotte sont condamnés à vivre sur une île paradisiaque, à crever de faim, à avoir des tours d'eau, comme dit Paul, c'est une honte. D'ailleurs, il y a des tours d'eau aussi en Martinique et en Guadeloupe. Quand est-ce que l'ONU, au lieu de raconter n'importe quoi sur l'Ukraine, quand est-ce que l'ONU se met autour de la table? Quand est-ce que l'Europe se met autour de la table pour dire on va faire un plan d'eau mondial? Tiens, voilà. Parce que ça, c'est un vrai sujet qui va se poser. Tout le monde s'en fout. On fait du Wambuchu, les gens ne savent même pas ce que c'est. Il nous a expliqué avec un air martial, Wambuchu, un supermarché. Tu parles, ça a tellement bien marché que depuis 3 semaines, il y a des troubles. On n'arrive pas à démanteler les mafias. Avant, je voulais dire que avant de parler de la misère des autres, c'est surtout un problème de mafia. C'est surtout un problème clanique qui se déroule, un problème de gang. Ça se règle, c'est des questions de sécurité publique, hein. Et puis on investit comment dans Mayotte? On investit comment dans le tourisme? On investit comment dans les infrastructures? On évite comment ces marchés pourris sur l'eau, sur la distribution de l'eau? J'aimerais bien aller gratter, je crois qu'il y a certains journalistes qui ont fait des enquêtes sur les gestionnaires de l'eau. Quand est-ce qu'on en termine avec ces vieux réflexes coloniaux, ces vieux réflexes inégalitaires au sens le plus dégueulasse du terme? Quand est-ce qu'on décide que ces territoires sont des territoires d'avenir, que ces territoires... Imaginez si on mettait le paquet sur Mayotte, sur la biodiversité par exemple, si on met le paquet sur Mayotte, sur l'investissement, sur la création. Moi je regardais l'autre jour un reportage magnifique sur les jeunes artistes. Il y a de la vie, il y a une population très jeune, il y a une créativité. C'est une honte la façon dont nous, France,
Nation des Lumières, nous réagissons avec notre propre peuple. Moi, je considère que les Marocains, et je rejoins tout à fait Paul, sur l'idée qu'on fait nation ensemble. Faire nation ensemble, c'est un grand mot, mais c'est un beau mot. Ça veut dire que la République, elle ne te demande pas d'où elle vient, elle te dit où est-ce qu'on va aller ensemble. C'est ça qu'elle te dit, la République. Tu supprimes le droit du sol, c'est terminé. Tu considères quoi? Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais préciser un truc là-dessus, sur cette idée de... Non, mais si, mais sur l'idée que ça va servir à quelque chose. On a un exemple concret qui nous montre pourquoi, en plus, ça va servir concrètement à rien pour aider les Mahorais et toutes les populations en fait qui se trouvent sur place. En 2018, il y a eu la loi Asile-Immigration, qui était la loi Collomb, qui était la première intervention des macronistes sur la question de l'immigration. Loi par ailleurs extrêmement réactionnaire dans, encore une fois, ces attaques sur les droits des personnes exilées. Dans cette loi, il y a eu la première modification du système de, on va dire, de gestion de la question de l'immigration à Mayotte, et qui a fait en gros en sorte que pour pouvoir, elle a fait une sorte de conditionnement, si vous voulez, du droit du sol, en disant on va exclure un certain nombre de personnes de ce droit du sol automatique en mettant des critères particuliers de séjour régulier pour les familles qui ont des enfants, en se disant si on fait ça, ça va empêcher les gens d'avoir accès au droit du sol et donc de devenir français, et donc ça va je ne sais plus comment ils avaient dit ça, réduire l'attractivité du territoire. Ils avaient dit ça. En vérité, énormément de demandes ont été de ce fait exclues. Les personnes n'ont pas pu demander pour leurs enfants la nationalité française en raison de cette modification en 2018. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis lors ? Plus de départs des Comores, plus d'arrivées sur le territoire de Mayotte. Ce qui veut dire que, bien entendu, ça n'est pas une question, comme le fait croire la droite extrême droite, d'attractivité où l'expression est terrible chez Jordan Bardella, il dit de guichet social, la France comme guichet social. Ça n'est pas une question comme ça. Ça, c'est une question, encore une fois, il dit 70 km, le 21e pays le plus pauvre du monde. Bien sûr. C'est tout simplement ça. Et en fait, les gens, quand... ils sont dans la misère, quand ils sont dans les difficultés, ils partent et ils vont là où ils peuvent. Et c'est un réflexe profondément humain de faire. Donc la seule solution, encore une fois, c'est d'apporter des solutions concrètes sur les conditions matérielles d'existence de toutes les personnes qui s'y trouvent, quelle que soit leur nationalité. Bien sûr, et pourquoi ? Parce que, encore une fois, les situations de troubles, comme on dit, les situations d'insécurité, elles ne proviennent pas de nulle part. Moi, je refuse. Enfin, on n'est pas là dans un cas de règlement de compte entre personnes qui ont des trafics de drogue à des échelles internationales ou je ne sais quoi. On n'est pas là on est dans une condition où il y a des gens qui sont sur une île et qui sont dans des conditions qui sont drastiquement inhumaines, ce qui amène nécessairement des gens à se dire mais il n'y a pas d'ordre social que celui que je vais produire pour survivre. Et cette condition-là, elle se règle par des propositions politiques, pas par des questions sécuritaires ou par un moyen de faire une main tendue à l'extrême droite sur le plan national pour pouvoir se montrer ses muscles en disant regardez, nous sommes, je cite, responsables sur l'immigration, ce qui est un propos raciste et profondément dégueulasse. Non, mais Théophile, moi, c'est très grave, hein. Vraiment. Enfin, je sais que tout le monde comprend que c'est très grave, mais c'est très grave à un point où ça ne l'a jamais été. En réalité, moi, ça me fout presque les larmes aux yeux. Moi, toute ma jeunesse, on a défilé contre Le Pen, etc. F comme fasciste, N comme nazi. Enfin, on a tous fait ça. Ouais, à l'époque. Ouais. Non, mais à l'époque, non, mais vous vous rendez compte, voir le ministre de l'Intérieur de la France tenir ses propos, en réalité faire la courte échelle au Rassemblement national, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On va regarder, c'est une forme de transmission un petit extrait d'une vidéo ravageuse pour Gérald Darmanin. C'est un extrait donc d'un débat qui date du 15 mai 2018, un débat face à Jean-Marie Le Pen, bien sûr, et notamment sur Mayotte. Et aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen et tout le RN peuvent dire bah tiens, on a eu raison trop tôt. Ouais. Et regardons cet extrait. Vous savez très bien que historiquement, le droit du sol, c'est même plutôt un droit républicain contre le droit des féodaux. Vous savez, Monsieur Le Pen, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'on a fait un peu de laxisme et qu'on a laissé effectivement des personnes s'intégrer dans notre territoire sans pouvoir assimiler tout le monde que nous devons effectivement aujourd'hui rentrer dans votre discours au-dessus de votre fille ou de votre petite-fille. Mais monsieur le ministre, vous n'êtes pas capable de le faire à Mayotte. Vous êtes obligé d'imaginer des gadgets comme un hôpital extra-territorial. C'est extravagant. Là, l'extrême droite apparaît effectivement comme une avant-garde. Oui, comme une visionnaire. Oui, il n'y a pas deux sortes de Français. On s'en souvient très très bien. Moi, à l'époque, d'ailleurs, ça m'avait assez rassuré. En même temps, j'avais été moins rassuré quand j'avais vu Emmanuel Macron dans une vidéo, vous vous souvenez, pirate, qui ricanait en parlant des quoi ça. Il se moquait de... Je suis comme Paul. Raciste. Non, c'est profondément raciste. Écoutez, nous, on habiterait... Franchement, on serait comoriens. Moi, je serais comorienne, excusez-moi, avec mes mômes. Qu'est-ce que je fais ? Je prends un bateau. Je serais tunisienne.
libyenne, qu'est-ce que je fais? Je prends un bateau. Comment vous voulez arrêter cela? Donc, il y a la façon de régler la question qui est une façon complètement démagogue, mais regardez, en plus de ça, je dis aux gens, mais les gens qui nous regardent, bien sûr, ils ne sont pas tentés par ce vote-là, mais il faudrait le dire haut et fort, regardez l'accession au pouvoir de Giorgia Meloni et regardez la réalité à laquelle elle se heurte entre ce qu'elle a déclaré pour obtenir les voix de tous les néofascistes qui l'amènent, qui font les 10% qui lui manquent pour accéder et devenir président du Conseil, et la réalité de Lampedusa. Est-ce que vous pensez, moi je vis entre Paris et l'Italie, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui a changé à Lampedusa? Rien. Et en plus de ça, à Lampedusa, il y a la bonté des gens, parce qu'on nous montre toujours des gens en disant « oh là là », etc. Mais il y a aussi la bonté humaine. Vous avez des restaurateurs qui font des plats gratuits pour les gens qui arrivent à Lampedusa. Moi, j'en connais, et Pisa Loyolo, qui disent « ok, aujourd'hui, le service de midi, c'est gratuit, je donne ». Donc, il y a cette bonté aussi. Je refuse de croire, moi, que Mayotte est devenue une espèce de nid complètement de vipères d'extrême droite, parce que je les appelle comme ça, ne faisant qu'une chose, vitupérant, parce qu'ils ont le sentiment qu'on va leur manger le peu qu'ils ont. Et d'ailleurs, c'est même pas ça. Je pense qu'il y a une bonté chez tous les êtres humains. Il faut juste la réveiller. On ne peut pas la réveiller avec des discours comme ça, politiques. Alors justement, je vais un peu mettre les pieds... Quand elles aident les personnes en difficulté, elles sont criminalisées par le pouvoir. Hein. C'est ça qu'il faut dire oui, aussi. C'est vrai, hein. tu as raison. C'est vrai, j'avais oublié. On crée les conditions du désastre sur Alors, place. je vais mettre les pieds dans le plat. Vas-y. Est-ce que, au fond, le problème n'est pas tout simplement l'absurdité du maintien d'une forme de colonialisme? Parce qu'avant, les Comores étaient une colonie française, et justement parce que De Gaulle disait, en fait, il ne faut pas que Colombey, les deux églises deviennent Colombey, les deux mosquées. Donc, il fallait garder des territoires un peu partout dans le monde, mais pas avec trop de monde. Donc, on a pris un bout des Comores pour en faire la France, mais il n'y a rien de plus qui ressemble plus à un Comorien qu'un Mahorais, parce que Mayotte est une île comorienne. Est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce qu'il ne faut pas déjà l'admettre, revenir aux sources sans remettre en cause le caractère français de Mayotte, mais revenir aux sources du problème? Non mais Théophile, on veut bien revenir aux sources du problème. Moi, je veux bien qu'on va revenir, et nous ne faisons que revenir, et je pense que les générations qui nous suivent vont revenir de plus en plus. Mais bien sûr que ce lien, alors tu parles des Comores, parce que bien sûr l'archipel des Comores, c'est très particulier, Mayotte, mais tu peux très bien parler des Caraïbes. Avec Haïti, par exemple. Haïti... Ouais, c'est marrant parce que Mayotte me fait exactement penser. Alors, il y a quelques années, je suis parti en reportage à Haïti après la chute du Val et du Valier. Et comment dirais-je, c'est exactement, comment dirais-je, mais enfin, est-ce que vous avez été à Pointe-à-Pitre il y a quelques années? Il y a 3 ans, je suis arrivé à Pointe-à-Pitre. Vous avez l'impression que le centre de ville de Pointe-à-Pitre, c'est Haïti, avec il y a 65% de la population de moins de 25 qui est au chômage, avec des mômes complètement shootés au crack dans la rue, là, sous vos yeux. Est-ce que vous pensez que ça c'est digne? Est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'il y a quelqu'un, si vous voulez, en métropole, qui a une vision globale, humaniste, qui devrait être la vision française moderne? Mais peut-être la vision géopolitique, c'est-à-dire il faut qu'on soit là-bas, même si on ne les considère pas tout à fait comme des Français. Mais il y a toujours ce ferment, en fait, c'est une forme de mépris, c'est raciste en réalité. En vérité, je vais vous dire, moi ce que je pense, c'est que en gros, la pensée, c'est quand même ok, ça nous emmerde, mais voilà. Il y a un côté, oui, je le dis, je pense qu'il y a une forme, en tout cas, dans la pensée politique, une vision de ces territoires qui n'est qu'une vision utilitaire pour notre puissance maritime et militaire, bien sûr, parce que ça va ensemble, mais qui est une vision totalement déshumanisée. Mais en réalité, est-ce qu'elle n'est pas déshumanisée également en France avec la façon dont on traite les travailleurs, la façon dont on traite les chômeurs? Est-ce que c'est pas, avant d'être colonialiste, est-ce que c'est pas au fond une incompréhension tout à fait de ce qu'est la vie humaine? Ça va ensemble. Paul, est-ce que finalement la pensée décoloniale qui est souvent stigmatisée en France, y compris à gauche, est-ce que finalement ce retour en arrière ne peut pas nous aider? C'est-à-dire, effectivement, c'est pas du tout remettre en cause et rejeter les Mahorais, mais comprendre comment notre République s'est constituée et voir effectivement comment réparer. Parce que c'est d'abord un arrachement. On a pris un bout des Comores quand même. Non, mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas penser Mayotte sans penser à la question coloniale. C'est-à-dire, Mayotte est une possession française depuis 1841. Je dis possession, pourquoi? Parce que c'est une île que nous avons achetée. En 1841, c'est Louis-Philippe, sous Louis-Philippe, qui achète cette île. Et ensuite... À qui? Alors, à l'époque...
Il achète, je sais plus, un sultanat local, je crois. Parce que les Comores ont rarement une unité politique en tant que telle. Elle était compliquée. Donc je crois que c'est un sultanat local, mais il faut vérifier. La question, c'est qu'on achète cette île et en fait, là je vais zoomer, mais en gros, 100 ans plus tard, un peu plus, quand il y a des mouvements indépendantistes qui ont existé à l'intérieur de l'ensemble de l'archipel, nous les avons réprimés. Nous les avons réprimés, ok ? La France les a réprimés. Et lorsque nous avons essayé d'organiser différents référendums par rapport à leur capacité d'indépendance, lorsque les Mahorais à Mayotte ont voté majoritairement pour ne pas être indépendants comme l'avaient fait les autres îles des Comores, on a trouvé différents systèmes juridiques pour se dire on va faire un référendum, on va garder Mayotte et on va laisser les autres partir, ce qui n'a pas du tout été reconnu par la communauté internationale. Bien sûr, je suis que d'accord là-dessus. l'ONU avait condamné, que nous sommes dans une action qui est, la France a utilisé son droit de veto au Conseil de sécurité. Donc, on est vraiment dans un cas où, bien sûr que c'est le colonialisme qui tient cette histoire. Maintenant, ce que tu disais, ce que j'aime dans ta question, c'est la question de réparation. Peu importe, aujourd'hui, la première question, c'est que quand il y a des populations qui sont dans une difficulté extrême et dont nous avons une responsabilité écrasante dans l'affaire, la première question, c'est réparation. Et donc, pour la réparation, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure, réparation, etc., etc. Maintenant, et c'est là le paradoxe de la situation, c'est que si on veut sortir de la question coloniale, c'est justement en faisant prévaloir des droits qui ne sont pas liés à des caractères ethniques ou raciaux, à une identité ethnique ou raciale du peuple qu'il faut s'attacher. Donc en soi, le droit du sol, c'est pour ça qu'il faut combattre ce recul du droit du sol sur cette île. Maintenant, sur la question coloniale, oui, la question c'est quelles sont les conditions pour lesquelles les Mahorais puissent trouver un chemin d'autodétermination, par exemple, différent ou pas avec la France. Pour l'instant, clairement, on a l'impression que ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Mais leur situation et leur traitement fait que leurs priorités sont sans doute autres, et que dans leur lien à la France, ils espèrent pouvoir faire reconnaître les droits que l'on devrait leur accorder, à savoir de vivre comme n'importe quel Français, et qui est une condition sociale préférable à une indépendance floue, vague, difficilement imaginable à l'intérieur d'un archipel qui, recomposé, serait tout de même un pays extrêmement pauvre et en difficulté, notamment en raison de notre insertion en tant que Français dans leur histoire. Donc, c'est une question coloniale, il n'y a aucun souci à le problème. La question première, là, c'est qu'est-ce qu'on fait au nom de la responsabilité qu'on a dans la catastrophe. Vous avez oublié l'épisode extraordinaire de Bob Denard. Ça, c'est vraiment Bob Denard. Le coup d'État. Non, mais parce que les les gens, en fait, Bob Denard, ça va leur parler. Je pense qu'ils ne réalisent pas vraiment où se situe forcément Mayotte, où se situe l'archipel, qu'est-ce que c'est l'archipel des Comores, etc. Mais il y a un enjeu aussi tout à fait militaire, il y a un enjeu stratégique, il y a un enjeu de domination sur l'océan Indien. Et donc, il ne faut pas exagérer. Moi, je serais leader politique à Mayotte, je dirais, écoutez, les loulous, d'accord, il y a ce qu'on vous coûte, entre guillemets, parce que c'est ça qui ressort, mais il y a aussi ce qu'on vous rapporte. On n'est pas simplement une bande de zombies enfermés sur une île. Il y a aussi ce que nous, on peut être. Il y a ce que nous sommes, ce que nous représentons géopolitiquement. Et c'est là, moi, je dis que, est-ce que c'est la question coloniale ? Oui, évidemment. Mais c'est là où je dis que la puissance d'un État, la puissance d'un gouvernant, c'est aussi de faire naître chez l'autre l'espoir et la fierté d'être soi. Moi, ce que je lis tout à fait dans tout ce que je vois des Mahorais, toutes les interviews, etc., c'est encore un dénigrement profond, l'intégration du fait que je suis un sous-homme. Enfin, c'est Frantz Fanon. Non, mais je veux dire, mais c'est sérieux, c'est très profond. La décolonisation, c'est d'abord complètement... La colonisation, c'est d'abord dans la tête. Justement, au-delà de la colonisation, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'avancée d'une pensée inégalitaire et donc malthusienne, le malthusianisme, c'est-à-dire, en fait, si on ne s'occupe pas bien de vous, Mahorais, c'est parce qu'il y a trop de... Vos cousins comoriens, ils sont trop nombreux dans votre maison, donc chassons-les ensemble et comme ça, vous aurez de l'eau. C'est-à-dire, au lieu d'améliorer les dispositifs d'infrastructure publique, on dit, écoutez, il faut éliminer certaines des personnes et comme ça, le gâteau sera plus facile à partager. Et dans cette mesure, la question mahoraise est une question française et même internationale. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à une ère des pénuries organisées et donc, finalement, le réflexe numéro 1 d'une personne dépolitisée, c'est de se dire, il faut en finir avec l'autre pour pouvoir... Le darwinisme social, ça s'appelle. Voilà. Et du coup, le darwinisme social, ça nous parle quand même quand on parle de la Macronie. Oui, c'est exactement, on en revient, mais je suppose que Paul sera d'accord avec ça, ou je ne veux pas préjuger, mais on en revient au-delà de la question évidemment pure coloniale et décolonisation et de finalement cette idée qu'on
eux-mêmes ont intégré l'idée qu'ils sont des sous-citoyens. Et vous parlez avec les Martiniquais, vous parlez dans la Caraïbe, vous parlez avec les Réunionnais. C'est quelque chose. Parce qu'ils sont traités comme Ben, tels. parce que c'est ce que je voulais Par la dire. République. Ils ont intégré ça. Et c'est ça la honte de la République. La honte de la République, c'est de ne pas avoir cassé et arraché millimètre par millimètre cette racine terrible, qui est une douleur. Mais pour le reste, le darwinisme social, bon voilà, c'est le libéralisme. La vérité, c'est qu'est-ce que c'est Mayotte? Qu'est-ce qu'il propose? C'est la liberté du renard dans le poulailler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait le libéralisme. C'est ça la fonction de voir le monde, si vous voulez, d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal, de tous ces néolibéraux que nous connaissons par cœur et qui sévissent dans un certain nombre de pays, même, je dirais même que même Olaf Scholz en Allemagne, même un peu moins peut-être Pedro Sanchez en Espagne, mais voilà, c'est la réalité, c'est celle-là, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Un mot, parce que sur pénurie organisée, ce qui m'intéresse que tu dis, c'est qu'il y a le mot organisé. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ces deux mots, c'est que c'est vraiment là où se fait la jonction entre le néolibéralisme, on va dire les libéraux et le bloc bourgeois, et l'extrême droite. Mais pas que sur la situation sur place. C'est-à-dire que l'idée qu'il y ait une pénurie, c'est l'idée qui est prônée par le néolibéralisme dans le but de conserver une partie de la société qui s'enrichit très fortement et auquel on ne connaît aucun ruissellement, et le fait qu'une autre partie de la population doit se partager une restriction de droits et de ressources. C'est ça, le terme de pénurie. Et l'idée de l'organiser, c'est vraiment la façon dont l'extrême droite a produit son évolution électorale. Parce que qu'est-ce que dit l'extrême droite? En gros, elle dit, puisqu'on ne peut pas changer la situation de pénurie, c'est-à-dire, puisqu'on ne conteste pas la politique générale qui est menée par la bourgeoisie au pouvoir depuis des années, alors on va faire du tri entre ceux qui peuvent y accéder ou non. Et donc les étrangers, préférence nationale, non. Et c'est exactement ça. Après, qu'on veut dire organiser. Les gens mais qui non, ont mais le c'est pour RSA, ça que les SMICA, en fait, on ne fait que faire bien sûr, grossir le... mais sauf que la logique, là, pourquoi l'extrême droite monte et sur ses idées de préférence nationale, c'est que c'est vraiment une manière de ne pas s'attaquer à la pénurie organisée en termes de droits et de ressources. Mais je suis d'accord avec ce que dit c'est pour ça que c'est Paul, bien intéressant que Mais cette on le voit situation dans elle les se votes. voit à Mayotte et on se voit, mais ça se voit ailleurs, Regardez, sur le territoire Je suis hexagonal. d'accord avec toi, Paul. Regarde, par exemple, quand il s'est assis, les premières lois démontrent absolument cela. Marine Le Pen ne s'attaque jamais. Tu appelles ça le bloc bourgeois, s'attaque rarement, très peu, même jamais économiquement, que ce soit au Parlement à Strasbourg ou à Paris, ne s'attaque pas à la politique économique d'Emmanuel Macron. Mais jamais, en juillet, quand la NUPES propose la liste, la NUPES qui fonctionne bien encore à l'époque, propose la liste de ce qu'il faut faire, d'ailleurs qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Raymond Barre l'avait déjà fait en 74, après le premier choc, 76, après le premier choc pétrolier, bloquer la TVA sur les produits alimentaires, vous vous en souvenez? C'est le premier débat de la nouvelle Assemblée. Mais où croyez-vous que Marine Le Pen a voté? Elle a voté avec le gouvernement. Il n'y a aucune... Pourquoi? Parce que l'extrême droite, c'est toujours que... l'extrême droite arrive toujours au pouvoir lorsque il y a une alliance de la droite des affaires, du monde des affaires, et parce qu'il y a véritablement une convergence sur le business. À un moment donné, le business, c'est qui me dérange le plus? Est-ce que je suis dérangé par l'extrême droite ou est-ce que je suis dérangé par la gauche, l'extrême gauche ou le centre? Qu'est-ce qui me dérange véritablement? On connaît toujours la réponse. Je le rappelle inlassablement, redisait l'ordre du jour, le prix Goncourt 2017, c'est sublime. Alors, on voit les industriels... On continue sur le les deuxième industriels sujet, passer l'accord avec parce Hitler. qu'après, on n'aura pas le temps de parler des autres. Ouais. Et donc, on va parler de manière très courte de ce second sujet, le pouvoir qui court derrière le RN sur les thématiques, mais également dans les sondages. Et dans les sondages, le RN est désormais à plus ou moins 10 points de plus que Renaissance. On en parle parce que une des témarottes en ce moment, François, c'est de dire que c'est ce qui inquiète le plus l'exécutif. Il dort les yeux rivés sur les bien sondages. Sûr, mais c'est la réalité. Enfin, c'est une marotte. C'est la réalité de tout ce qui nous revient. Évidemment que Emmanuel Macron ne peut pas imaginer arriver le 9 juin avec 11 points derrière le Rassemblement national, avec tous les moyens qui sont déployés justement pour ne pas être dans ces 11 points. 2019, Emmanuel Macron, il a le grand débat. Il nous en fume tous pendant des mois en cinéma.
cinémascope. On a le droit à 7 heures, 8 heures vraiment de logorée, parce que ça confinait à la logorée narcissique en plus, hein, totalement. Voilà. Et ça lui a permis de refaire son retard, parce qu'il avait un retard énorme au début de l'année 2019, déjà sur la liste de Jordan Bardella. Mais par ce subterfuge et cette espèce de mise en scène coproduite, je le dis, ce cinémascope coproduit par la télévision, les chaînes info et l'Élysée, il a réussi à comment dirais-je, voilà, à réduire l'écart. Là, il a plus ces moyens-là. Donc, c'est comment dirais-je, une débauche de communication. Alors, évidemment, c'est Gabriel Attal, évidemment, c'est la nomination, évidemment, on se déploie, mais ça marche pas. En plus, la ficelle, le ressort est vraiment cassé. Il y a quelque chose qui est cassé sur Emmanuel Macron. Paul, une réaction et on passe au sujet d'après. Non, mais c'est simple, il y a 3 blocs, il y a 3 partis de droite qui se partagent le même espace électoral et idéologique aujourd'hui, puisqu'il y a cet alignement entre les 3. Il y a le pouvoir qui ne fait que donner des points à l'extrême droite et qui s'étonne que l'extrême droite lui est préférée. Il y a les républicains qui, eux, sont dans une logique de copier l'extrême droite, mais comme ils ne sont pas au pouvoir, les gens préfèrent la République en marche. Et donc du coup, la seule question, c'est tant qu'ils continueront de créer cet alignement idéologique sur les propositions, préférence nationale, loi immigration, Mayotte, économique aussi, et économique, en donnant raison, ou en donnant l'impression de donner raison à un programme d'extrême droite, ceux qui pensent que le programme de l'extrême droite est le meilleur programme continueront de voter pour lui et ne voteront pas pour la République en marche, qui et en plus s'accroîtra. Mais en plus, une partie des électeurs du Rassemblement national et de l'extrême en général détestent les macronistes pour ce qu'ils représentent en tant que classe sociale, en tant qu'arrogance, mépris de classe, en tant que personnes qui, si vous avez participé au mouvement des jeunes, vous ont tabassé, vous ont donc voilà. Donc la situation fait que aujourd'hui, ils risquent de prendre une claque mémorable, d'autant plus qu'en fait, en 2022, encore une fois, désolé, mais ils ont été élus d'un point de vue technique, sans majorité, et on a bien vu que la Macronie est en train de faire fondre ses derniers acquis. Ils sont déjà morts, mais en fait, personne n'est prêt en face à constituer une alternative. Alors parlons désormais d'une figure de la vie politique française contemporaine. Je vous traite mal, je fais avancer le sujet, mais vous avez parlé trop sur le premier sujet. Sur Mayotte, mais c'est tellement important. Donc une figure de la vie politique française contemporaine qui s'est éteinte le 9 février à l'âge de 95 ans, Robert Badinter, avocat, compagnon de François Mitterrand, ardent pourfendeur de la peine de mort dont il obtiendra l'abolition des temps garde des Sceaux après l'alternance de 1981 et l'arrivée au pouvoir du Parti socialiste. Robert Badinter n'a toutefois pas eu un hommage unanime. Marion Maréchal s'est autorisé des commentaires, on va dire, assez particuliers. Que les choses soient claires, on est tous des humains, on livre évidemment nos condoléances à sa famille, mais néanmoins, je ne me sens pas sentie obligée de rendre un hommage politique à un homme qui, indépendamment de ce grand combat humaniste qui a été l'abolition de la peine de mort, a été là aussi, dans l'ensemble de ses positions et de son bilan en tant que ministre de la Justice, l'incarnation quand même de cette gauche de la culture de l'excuse, de la fin de la politique répressive, des peines alternatives dans les prisons, qui, lorsqu'il a d'ailleurs contribué à abolir la peine de mort, ne met pas en place de véritables peines alternatives dissuasives. Est-ce que ce commentaire décomplexé de Marion Maréchal, qui appartient, on le rappelle, au parti d'extrême droite Reconquête d'Éric Zemmour, est-ce que c'est un signe de l'esprit justement de reconquête de cette extrême droite qui sait qu'elle peut désormais briser les anciens tabous sans risque? Moi, je ne crois pas. Ce qui nous sauve, c'est que Marion Maréchal Le Pen, elle est dans une... D'ailleurs, je n'ai pas envie de l'appeler Marion Maréchal, je l'appelle Marion Le Pen, parce que c'est ça son nom, son identité. Elle est dans une niche zémourienne. Et la réalité, si vous voulez, c'est que, vous savez, c'est comme il y a les talibans modérés et les talibans excessifs. Donc, je rigole, je me moque de moi-même. Mais dans notre malheur, on a quand même quelque chose qui va un peu moins mal, c'est que Marine Le Pen ne s'amuserait jamais à faire ce genre de commentaires électoralement, parce que qu'on soit de droite dure, de droite extrême ou de gauche, Badinter, c'est Badinter. Et s'il y a bien une figure, comment dirais-je, qui fait l'unanimité quasiment, c'est Robert Badinter. Et je pense que casser cette unanimité, c'est débile, mais c'est bête politiquement. Et je pense pas en plus qu'elle en pense un mot. Je pense que c'est un positionnement pour être celle qui fait la différence. Robert Badinter, j'ai regardé un super documentaire, mais je sais pas si vous l'avez vu, mais
au-delà de l'homme qui a combattu pour tous les droits, dépénalisation de l'homosexualité, abolition, ça a été Badinter, l'homme le plus haï de France. Et je me souviens, ils ont repassé ces images d'archives où il y a une fusillade sur les Champs-Élysées, il y a 2 policiers qui sont tués, évidemment, manif de la police, place Vendôme. Et Là, c'est pas la faute à Voltaire, c'est la faute à Badinter. Ouais, c'était Badinter assassin. Et Badinter raconte, il dit quel n'est pas notre frère. Quand on voit les policiers chargés de garder le ministère qui baissent leur képi en signe, comment dirais-je, de solidarité avec tous les policiers qui sont en train de manifester. Première manif, ça vous rappelle rien, ça, il y a 2 ou 3 ans. Moi, ça me rappelle les manifs sous les fenêtres de Christiane Taubira. Alors là, n'en parlons pas, c'était honteux en plus ce qu'elle ramassait en propos racistes qui n'ont jamais été filmés, mais qui étaient dans les rangs de la police, c'était dégueulasse. Et après, on a recommencé inlassablement. Les manifs de policiers, c'est devenu un grand classique. Et Badinter qui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas d'armes ici. Et Badinter qui dit, bon, écoutez, vous savez ce qu'on a? On a des dallos. C'est-à-dire tous les bouquins de droit, on va en faire des armes par destination. Mais cette image-là, des policiers voulant foutre en l'air un garde des Sceaux qui lutte, si vous voulez, pour plus de droits, pour une justice terrestre plus juste, j'ai envie de dire, parce que c'était l'expression qu'il employait lui, eh bien, voilà, ça me rappelle furieusement ce qu'on a vécu il y a quelques mois, il y a quelques années, ce que nous vivons depuis... Mais sauf que cette fois-ci, le ministre de l'Intérieur est d'accord avec les policiers. Et cette fois-ci, on voit la colère froide de Mitterrand qui licencie, qui vire sur le champ le directeur de la préfecture, le préfet de police de Paris. Il est viré dans les 24 heures en disant je n'admets pas cette menace de ce qu'est l'état de droit. Et on voit Emmanuel Macron et Gérald Darmanin qui n'ont jamais viré aucun préfet de police. Bien au contraire, ils les ont promus. Alors, Paul, à gauche, sans entrer dans les outrances dont fait preuve l'extrême droite, au sein d'une partie de la gauche, mais pas avec les arguments de l'extrême droite, Robert Badinter a été aussi critiqué, mais pas pour ses engagements les plus emblématiques. Avant d'évoquer le sujet, écoutons un extrait d'un hommage de François Hollande à Robert Badinter, c'était sur RTL. C'était un homme qui avait le sens de l'histoire et qui avait une grande conscience. Et puis aussi, c'était un homme qui s'intéressait au monde. Et avec lui, nous parlions de ce qui pouvait se passer aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, ce qui pouvait se produire aussi en Palestine. Donc c'était un homme qui ne désertait aucun combat et qui pensait toujours que le droit, la diplomatie, le dialogue pouvait l'emporter sur la force. Et Paul, certains à gauche reprochent à Robert Badinter une forme de cécité dans ces derniers jours sur la Palestine ou sur les violences policières. Moi, je dis à toutes les personnes de gauche, méfiez-vous des idoles. Des gens peuvent avoir mené des combats fantastiques. Et de fait, effectivement, quand quelqu'un concentre autant que Robert Badinter la haine de l'extrême droite et de la droite, c'est que sans doute il est allé sur le bon chemin. Et je le rejoins parfaitement sur cette question de la peine de mort qui, à mon avis, est remise en cause de plus en plus il faut faire gaffe, insidieusement. Elle ne le fait pas parce qu'on tient encore, mais de façon insidieuse, généralement, on revient cette idée pour des cas particuliers, par ceci ou par cela. Donc oui, c'était un homme qui s'est battu pour une vision du droit autrement que l'expression d'une punition soit terrifiante avec la peine de mort, soit en général une vision fermée, je dirais, brute, abrupte du droit. Maintenant, oui, moi j'ai plein de critiques également. Je l'ai vu soutenir assez malheureusement la candidature d'Emmanuel Macron, en voyant lui une personnalité fantastique pour la gauche. Sans doute par une forme de cécité. Je l'ai vu soutenir en 2019 face à la Cour pénale internationale l'idée qu'il n'était pas du ressort de la Cour pénale internationale de voir dans l'État de Palestine un État et donc de ne pas pouvoir enquêter sur les crimes de guerre de l'armée israélienne. Et c'est une déception, voire quelque chose d'extrêmement décevant. Et puis oui, vous avez raison, à la fin de sa vie, voilà, il y a des fois, c'est le général de Gaulle qui disait la vieillesse c'est un naufrage. Des fois, je pense que des gens qui ont vécu une période sont dépassés par cette période et il a eu des positions extrêmement choquantes. Voilà, mais ils ont eu des positions qui l'ont dépassé parce que la capacité à voir en elle une problématique progressiste leur a échappé.
peu importe, Robert Badinter est parti, il restera pour la peine de mort, et juste évitons d'en faire une icône. C'est juste ça que je demande. Alors, au ouais. Cameroun, en pays bamileke, on dit quand on fait le bilan de quelqu'un, il faut prendre les bonnes choses et mettre au-dessus des mauvaises choses. Et dans le cas de Robert Badinter, on va dire que les bonnes choses sont largement plus représentatives que les Bien mauvaises sûr, choses. moi, il m'a énervé pendant les Gilets jaunes, Robert Badinter. Je dois dire que j'étais vraiment. En plus, j'étais en studio pas loin de lui. Il avait des mots qui étaient très durs, en fait, sur les violences. Il avait des mots difficiles. Je pense pas que c'est parce qu'il était dépassé. Je pense que ça correspondait à ce que lui considérait comme être le seul moyen de combattre. C'est le combat par les idées, le combat par la justice. Mais c'est vrai que j'avais failli tweeter rageusement. Et puis non, c'est effacé. J'ai effacé cela. J'ai effacé cela parce que la puissance de vie de Robert Badinter, sa puissance de survie aussi. On voit ce que c'est quand même. Badinter, hein, il arrive au moment où son père est raflé à Lyon et il est là et il dit j'ai eu le réflexe d'un gamin de 12 ans de partir en courant en prenant mes jambes à mon cou, mais en fait je serais plus là pour en parler. Donc il a quand même une capacité de survie et une capacité, moi rien n'effacera jamais la capacité à se révolter contre l'injustice. Voilà, après, il y a toute forme d'injustice. Il m'avait vraiment énervé, je suis d'accord, pendant les Gilets jaunes. Non, mais je l'ai pas, voilà. Je glisse parce que je m'en fous. Alors, pour finir, le coup de cœur de Françoise au sujet de la Coupe d'Afrique des Nations et des éléphants de Côte d'Ivoire. Oh là là, écoutez, d'abord, quel match. Alors, on sera demain, hein, mais voilà, ça m'a tenu éveillé. Pourquoi je veux d'abord cette Coupe d'Afrique des Nations? D'abord, c'est du beau football. Moi, j'adore le football. Je suis une femme depuis que je suis petite de football et de rugby, d'ailleurs. Et donc, voilà, j'adore le football pour ce que c'est sociologiquement, etc. J'ai aimé cette victoire parce que j'ai aimé la résilience et le parcours délirant. Je veux pas faire de la démago avec toi, Théophile, mais enfin, ce que la Côte d'Ivoire a réussi dans cette CAN, c'est inimaginable. Ça n'est jamais arrivé, comment dirais-je, dans les premiers matchs, d'être battu 2 fois et de gagner la CAN à la fin. C'est complètement délirant. La capacité de résilience, l'entraîneur qui se tire au bout, et qui est remplacé au pied levé par son adjoint, c'est l'adjoint extraordinaire. qui remodèle l'équipe. Il remodèle l'équipe. D'un seul coup, ils prennent 2 tolls, 4-0. Au début, ils prennent 4-0 et le Ghana, ils peuvent même pas sortir du stade. Et la Guinée équatoriale, je crois. La Guinée équatoriale, ils peuvent même pas sortir du stade, tellement les supporters sont en furie. Et un mois après, ils offrent cette victoire, cette capacité de jouer ensemble et cette capacité face à un Nigeria. Je suis fan de Victor Osimhen, hein, vous savez, parce que je pense que Osimhen, il a fait beaucoup contre le racisme en Italie, à Naples, plus que tous les grands discours. Il a réussi à... C'est une idole, hein, maintenant, à Naples, depuis qu'il a gagné le Scudetto. Et de toute façon, c'est un grand joueur. Mais quand même, la Côte d'Ivoire, par sa capacité à résilier. Ça, c'est le premier point. Mention spéciale à Sébastien Haller, avec ce bout de semelle, hein, il coupe le centre, il met le deuxième but, voilà, il lui de la victoire. Qu'est-ce que je suis heureuse pour ce joueur qui, il y a 1 an, était encore en chimiothérapie et se battait contre un cancer des testicules. Donc ça, capacité de résilience de ce joueur, capacité de résilience de cette équipe, et puis la CAN. La CAN, j'écoutais Patrice Motsepe qui disait, il faisait un bilan 2 milliards de téléspectateurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition dont on se moquait, en fait, il y a encore quelques années. On regardait ça, bon, ok, c'est bon, c'est les Africains. Mais d'abord, c'est du football sublime. On a quand même des idoles sublimes. Je pense à Ouéa, je pense à Eto'o, je pense à Drogba. Enfin, je veux dire, on a des joueurs africains exceptionnels, mais on les a toujours dans notre cadre à nous, notre jardin européen, notre jardin anglais, notre jardin italien. Là, on les a dans leur jardin africain, avec une ambiance complètement délirante. Et puis, la puissance de cette organisation. 24 pays, 180 pays qui ont pu voir la CAN cette année contre 150 il y a 2 ans. Les sponsors qui affluent. Voilà, ça fait partie. La CAN, pour moi, procède aussi de tout ce processus de cette Afrique qui se dresse. Donc moi, je pense que ça sera le continent du 21e siècle. Et ça, c'est fort. Un moyen pour des Européens, des Eurafricains de découvrir leurs racines africaines, parce qu'aujourd'hui, les équipes africaines sont un mélange de personnes nées en Afrique et de personnes nées dans la diaspora. Et donc, c'est une forme d'incarnation aussi du cosmopolitisme, mais disons de la créolisation du monde, y compris de l'Afrique. Hein. Oui, je suis d'accord.
Non, je voulais juste pas le dire à ce qui passe. Moi, je veux dire, ça casse aussi toutes les idées reçues en réalité. Moi, je suis très heureuse. Tout ce qui pète les idées reçues me va très bien. Regardez les stades dans lesquels ils ont joué. Cette CAN, elle était jouée quand même dans des stades assez beaux. Alors, je sais que, en plus, toi, t'es ivoirien, donc évidemment, t'es pas objectif. Mais je pense que toi-même, t'es le premier Le surpris stade d'avoir était beau, gagné. mais la pelouse n'était pas si Bon, belle. la pelouse était dégueulasse, mais enfin, les installations sportives sont belles. On voit quand même, comment dirais-je, voilà, il y a quelque chose qui pète l'idée reçue de l'Afrique. Il faut aller en Afrique, il faut voir comment ce continent, alors c'est inégal, mais comment ce continent dans son ensemble se dresse. Il n'y a rien de plus fédérateur que le sport. Alors, il y a le sport, la grand-messe financière peut-être, mais quand même. Voilà, tout cela participe, je trouve, du fait que l'Afrique se dresse au XXIe Alors, siècle. Paul, qui est un marxiste de mauvaise humeur, va nous dire que tout ça, Ouais, c'est la connerie, le grand c'est capital. bullshit. Pas du tout. Moi, je n'ai pas regardé la CAN, mais j'aime le football et j'aime les immenses joies populaires que peuvent provoquer ces moments où, dans la passion d'une équipe commune, d'un combat entre guillemets sportif, hein, c'est-à-dire d'un affrontement pacifiste, on peut, voilà, encore une fois, se sentir dépassé et partager des communions avec des parfaits inconnus. La seule tristesse que je ressens, c'est plus le fait que lorsque ces foules existent, ces moments de joie existent, en France, elles sont régulièrement dispersées à coups de matraque et de gaz lacrymogène, comme ce ça a qui pu s'est être le passé, cas dimanche dernier, le dimanche soir. sur les C'était Champs-Élysées. inutile en plus. Et je pense que c'est ça que je regrette. En tout cas, le président de la Fédération africaine de foot a dit une chose très belle, et ça rejoint ce que dit Paul. Il a dit la CAN comme moyen de dépasser les problèmes ethniques. Il ne faut pas ignorer, l'Afrique, c'est pas un jardin tranquille. Les problèmes ethniques, tribaux, etc. Donc voilà, goûtons notre bonheur. Et de construire aussi. Vous avez fait la fête ou t'as fait la fête ou quoi hier soir? En fait, je suis allé à la Bellevilloise Ah où bah. il y avait un match organisé par une association qui s'appelle Afro Foot FC, je crois, d'ailleurs, qui est animé entre autres par notre journaliste Cyril Limba. Et puis bon, voilà. Il est devenu fou au but de Sébastien Allaire, je pense. Oui, mais après ça, moi, je suis rentré à la maison. Je suis pas allé, bien entendu, sur les Champs-Élysées, à mon âge et avec mon vieux dos. Aucune preuve jusqu'à ce jour des équipes du média, mais on attendra les sources. Oui, on n'a aucune preuve. Je suis sûr qu'il y a des vidéos qui circulent de toi sur les champs. On va voir. Merci Françoise, merci Paul, merci à vous Merci. d'avoir regardé cette édition de Sans langue de Goire. Restez sur le canal 350 de la Freebox. Et si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et mettez des petits pouces en l'air. Le média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui, comme vous, le regardent et l'aiment. Si vous le pouvez, donnez-nous de la force en allant sur le mediatv.fr/soutien. Quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à plus.